Imaginarium. Aujourd'hui, on s'intéresse à un grand sujet de la pop culture, le post-apo. Nous sommes avec Chloé Jo-Bertrand, auteure de la trilogie Apocalypse Blues, avec notre seul et unique dragounet Christophe et moi-même Camille. Bonjour Jo, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va, ça va. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que toi, tu définis le post-apo? Euh, alors, c'est une question un petit peu compliquée parce que de base, on pourrait penser que c'est tout ce qui se passe, comme son nom l'indique, après une apocalypse. Euh, Après, je pense que ça compte comme du post-apo à partir du moment où le cataclysme et ses conséquences ont un impact sur le scénario. Parce que là, par exemple, je suis en train de travailler sur un récit de science-fiction qui se passe 2000 ou 3000 ans après un effondrement. Dans ces conditions, techniquement, c'est du post-apo parce que ça se passe après un effondrement, mais l'effondrement 2000 ou 3000 ans après, il a plus beaucoup d'impact sur la civilisation et sur l'histoire, quoi. Mes personnages, c'est pas des survivants d'une apocalypse, c'est des membres d'une nouvelle civilisation qui a émergé 2000 ou 3000 ans plus tard. Donc pour moi, c'est du post-apo à partir du moment où ça se déroule, où l'apocalypse où ses conséquences ont encore un impact sur l'histoire et sur les personnages, quoi. Voilà. D'accord, donc tu serais assez d'accord avec la définition qui dit que c'est un sous-genre de la science-fiction qui relate la vie ou la survie après une catastrophe qui a éradiqué presque la totalité d'une civilisation. Je sais pas si pour moi ça doit forcément impliquer d'avoir éradiqué tout une partie de la civilisation, c'est plus tout ce qu'il y a autour, toute la structure de la civilisation en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on a en place qui fait qu'on est une civilisation, nos infrastructures, notre administration, nos systèmes de gouvernement, toutes ces choses-là fonctionnent plus. Mais après, en l'occurrence, c'est pas pour moi un prérequis qu'il y ait tout le monde qui soit mort, quoi, par exemple. D'accord. Et donc là, je pense que ce que tu dis, ça va faire très plaisir à Christophe, qui est un passionné de collapsologie, et j'ai l'impression que la définition que tu donnes, ça se rapprocherait de la collapso. Christophe, je ne sais pas ce que tu en penses. Ah bah, c'est un vaste débat, mais en fait, je pense que la collapso, c'est qu'une forme de définition d'un apocalypse, en fait. C'est un type particulier d'apocalypse, donc moi je mettrais la collapso comme un sous-genre du post-apo. Voilà. Mais Je sais que t'aimes pas les débats sur les genres. non, mais c'est pas pour provoquer un débat, mais juste c'est plus de la curiosité de ma part, parce qu'en fait, à partir du moment où il n'y a pas d'effondrement, donc pas de collapso, comment ça peut être du post-apo en fait? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des exemples de post-apo dans lesquels qui sont pas de la collapso aussi en fait? Oui, enfin c'est sur la définition de l'effondrement en fait de la collapso que je raisonnais parce que sur en fait la différence entre par exemple excuse-moi une apocalypse nucléaire pour moi c'est pas un effondrement tel que le définit Pablo Servigne. D'accord. Un effondrement, il est dû, enfin sur la définition de l'effondrement, c'est la fin de, on en a parlé dans le dernier podcast. C'est quand le manger, le boire, la sécurité n'est plus fourni par le gouvernement de manière plus ou moins brutale et que les besoins de base de la population ne sont plus couverts. Et à la différence de, par exemple, une apocalypse nucléaire, c'est soudain, c'est une cause externe qui cause ça, ou alors une apocalypse zombie, ou alors une invasion extraterrestre, ou des choses comme ça. Mais alors, C'est la subtilité que j'aurai entre les deux. Après, c'est subtil. Hein. D'accord, après, c'est si pas. jamais Oui. j'essaye de départager les deux, du coup, Mhm. imaginons qu'il y a une apocalypse nucléaire, mais que le gouvernement est toujours en place, Voilà, enfin, où c'était il y ça a ma toujours question. une Ouais. forme Oui. d'autorité. Est-ce que pour toi, c'est quand même du post-apo? C'est à Pour qui toi que tu poses. Christophe ou pour toi Joe? Oui, c'est à qui que tu poses Pour la question. toi, Christophe, pardon. Oui, oui, moi, pour moi, c'est du post-apo. Oui. D'accord. Et toi, Joe, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, j'ai envie de dire, ça dépend purement du coup, le gouvernement est encore en place, mais quelles sont les conséquences pour la population, en fait, c'est juste ça. Genre, le gouvernement est peut-être toujours en place, mais est-ce qu'il va tenir sur la durée? En gros, si le gouvernement s'est pas effondré, c'est quoi les autres conséquences de cette apocalypse nucléaire? Je suppose qu'il y en a plein d'un point de vue météorologique. En quoi est-ce que ça impacte la vie des personnages? Si ça
peu ou pas d'impact sur leur vie, ce que je trouve assez improbable, mais il faudrait développer l'hypothèse, techniquement, c'est effectivement pas vraiment du post-apo, en fait. À partir du moment où ça a un impact sur leur vie, ça en est... on pourrait penser que ça provoque une sorte de révolte énergétique où le gouvernement s'est pas effondré, mais ça a eu des telles conséquences dramatiques. C'est un peu ce qui s'est passé au Japon, en fait. On a des exemples. On a eu des catastrophes nucléaires au Japon, mais le gouvernement s'est pas effondré. Est-ce que, du coup, techniquement, c'était du post-apo ou pas? Est-ce que c'était une mini-apocalypse Fukushima? Je sais pas, la question se pose. Ah, c'est très intéressant comme question, oui. Ouais, c'est une très très bonne question. Ouais, ça serait une mini-apocalypse très locale. C'est... Ou même pour taper dans encore plus dramatique, les bombes, ils se sont pris 2 bombes nucléaires à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'on peut dire que pour se prendre une bombe nucléaire, ça compte comme une apocalypse, même si c'est juste local. Et le gouvernement japonais s'est pas effondré pour autant. Donc, d'ailleurs, le manga Akira, c'est ça? Oui. Enfin, ça existe, oui. C'est une inspiration post-apo directement inspirée par les bombes nucléaires au Japon. Oui, après, comme Godzilla aussi, hein, ils sont très marqués par ça. Godzilla, ça compte totalement comme une sorte d'apocalypse. Imaginez un espèce de dinosaure géant qui crache des lasers qui sort de l'océan, c'est l'apocalypse, quoi, voilà. mais du coup, pour moi, c'est vraiment une question de point de vue, en fait, au niveau des personnages, en fait, le point de vue que tu prends au niveau de la narration de ton récit. C'est-à-dire que s'il y a une catastrophe qui se produit, il y aura probablement des gens que ça va moins toucher que d'autres. Donc, du coup, pour moi, le post-apo, ça dépend aussi beaucoup du point de vue dans lequel tu te places dans ton récit, en fait. D'accord. C'est pas seulement une question de contexte et d'événement. Oui. Tu pourrais avoir une apocalypse individuelle si, par exemple, on va rester sur la catastrophe nucléaire, la centrale nucléaire a explosé et donc on se retrouve à suivre une famille qui n'a plus d'électricité et qui subit des mutations génétiques. Je crois que j'avais lu une BD dans ce style-là, alors c'était pas exactement ça et je me souviens plus du titre malheureusement, mais je crois que ça se passait, c'était soit inspiré par Tchernobyl, soit carrément ça se passait dans le contexte de Tchernobyl, et en fait c'était toute la région autour où les gens du coin étaient touchés au point que ça devenait techniquement ils se retrouvaient dans un univers post-apo, mais seulement dans la région de Tchernobyl, donc il y en avait plusieurs des personnages, leur objectif c'était de sortir pour plus être dans le post-apo et retourner dans le monde normal entre guillemets en fait. D'accord. Voilà, mais du coup, c'était du post-apo, mais local. Et les différents types de récits, je pense qu'on pourra les aborder par la suite. Parce que moi, j'ai pu remarquer qu'il y a des structures assez récurrentes sur les post-apo. Ouais. On en parlera. Je pense que c'est dans la liste des questions, si je ne me trompe pas. Tu confirmeras, Camille? Ouais, mais j'ai envie de dire que c'est une bonne continuité de ce qu'on est en train de dire. Donc, on peut peut-être aborder le sujet maintenant. Ça complétera la définition. D'accord. Vas-y, Jo, je te laisse parler sur... À ton avis, c'est quoi les différents types de récits qu'on peut trouver dans les post-apo les plus connus, j'ai envie de dire, ou ceux que tu connais? Après, moi, si vous voulez, je théorise pas forcément autant que vous, je pense, au niveau des classifications et des genres. Je théorise au niveau purement de l'écriture et de la narration, parce que c'est ce qui m'intéresse et c'est ce dans quoi je pratique. Moi, je sais que je suis beaucoup attirée par le post-apo, c'est un genre qui m'intéresse énormément et même quand j'essaie d'écrire autre chose, souvent je me retrouve un peu à récupérer des trucs là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le post-apo, c'est principalement le trope de la famille trouvée, ce qu'on appelle comme ça, qui est le found family en anglais, qui est en fait un récit sur des gens qui deviennent proches à travers les épreuves. Alors, c'est pas forcément un truc typique du post-apo, ça se retrouve dans beaucoup d'autres genres littéraires. On peut trouver ça en fantasy, en space-op, en plein de choses. Mais c'est tout simplement quand on a différents personnages qui se connaissent pas forcément au début et qui n'ont pas forcément d'atomes crochus, mais qui se retrouvent obligés de faire équipe dans le cas du post-apo pour survivre du coup à l'apocalypse qui a eu lieu. On a vu beaucoup ça dans Walking Dead, dans Les 100 aussi, la série Les 100. Enfin voilà. Et en fait, c'est des personnages qui, à force d'être bloqués ensemble et d'être obligés de s'entraider pour survivre à des trucs parfois horribles et se remettre de leur traumatisme, en fait, l'apocalypse, c'est des moments où les personnages sont vraiment à vif parce qu'en général, ils sont traumatisés par ce qui s'est passé. Ils ont souvent perdu des gens et ils peuvent pas faire leur deuil parce qu'ils sont occupés à essayer de pas mourir eux, en fait. Donc, du coup, les gens sont vraiment dans un moment de vulnérabilité et de fragilité assez exacerbée. Et je pense que c'est le moment où si tu te mets en présence d'autres gens qui sont dans le même état de vulnérabilité,
tu peux créer des liens très très forts. Enfin, je sais que même dans la réalité, moi, c'est ce qui se passe avec moi. Quand j'ai été vivre en Laponie pendant tout l'hiver et qu'il faisait -40 et que j'en pouvais plus, j'étais crevée, j'avais tout le temps la dalle, j'avais tout le temps froid et j'étais tout le temps au bout de ma vie et j'étais un peu en crise constamment. Le deuxième volontaire qui était là avec moi, qui était mon collègue avec qui j'ai quasiment vécu pendant 5 mois dans cette situation, on est devenus proches super vite. Et je pense que c'est en grande partie dû au fait qu'on était dans une situation de crise. Enfin, une situation de crise pas aussi brutale qu'une apocalypse parce qu'on l'avait voulu et on pouvait en sortir un peu quand on voulait, il suffisait qu'on parte. Mais le fait de se retrouver dans ces situations de crise où nos besoins primaires, comme disait Christophe tout à l'heure, la nourriture, la boisson et tout ça, c'était pas forcément atteint aussi facilement que dans notre univers, dans notre zone de confort. Bah, du coup, on était un peu plus à vivre, un peu plus vulnérables, et donc on créait des liens plus facilement, et des liens qui peuvent devenir extrêmement forts et solides assez rapidement, en fait. Donc, ouais. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans le post-apo, c'est vraiment ça, c'est la famille trouvée. C'est comment est-ce que les personnages vivent leur trauma, comment est-ce qu'ils vivent leur deuil. Après, je pense qu'il y a des récits post-apo qui s'intéressent davantage aux effets que ça a sur la civilisation. Je pense à Waterworld, notamment, que j'ai vu plusieurs fois quand j'étais enfant, parce que j'aimais beaucoup le concept. Et du coup, qui est plus conceptuel, qui n'est pas forcément autant basé sur les personnages et qui peut être plus basé sur l'univers et sur la manière dont l'apocalypse touche l'univers et oblige la civilisation dans son ensemble à un changement de paradigme. Et je pense que c'est un autre genre, et après, je ne sais pas forcément comment répondre davantage à cette question. Oui. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur l'aspect vraiment humain du post-apo, parce que c'est en effet quelque chose qu'on retrouve très souvent et qui est très intéressant. Après, c'est vrai qu'on avait, en préparant le podcast avec Christophe, on avait réfléchi sur le fait qu'il y avait plusieurs schémas récurrents. Ouais. Il y a le premier schéma récurrent que moi j'avais appelé la transhumance, où il y a un groupe de personnages qui va se déplacer pour une raison ou une autre. Ça peut être pour fuir une situation, ou au contraire pour aller rejoindre un lieu, ou aller trouver un objet ou quelque chose qui va résoudre la crise. Typiquement la route. Voilà. Comme exemple. Plus connu. Je sais pas si je suis d'accord avec cet exemple. Ah, d'accord. Okay. Parce que il cherche pas vraiment un truc spécifique. Je sais qu'il y a des moments où le père il dit oui, on essaie d'aller vers le sud pour qu'il fasse moins froid, mais genre il sait très bien qu'il va pas faire moins froid ou que ce soit, parce qu'en fait, si tu veux, moi ce qui m'a frappé quand j'ai lu La Route, c'était vraiment le sentiment d'inéluctabilité. C'est un peu comme quand tu lis, je sais pas si vous avez lu Le Chant d'Achille, qui pour le coup est pas vraiment du post-apo, qui est plutôt du pendant apo d'ailleurs. Qui se passe du coup pendant les années de formation d'Achille jusqu'à sa mort à la guerre de Troie. Et en fait, c'est un bouquin qui a un peu cet élément qui rend similaire à La Route, dans le sens où tu sais ce qui va se passer à la fin, parce que tu connais l'histoire d'Achille. Tu sais qu'Achille, il meurt. Tu sais qu'il meurt tragiquement. Tu sais qu'il va perdre Patrocle. Tu sais que Patrocle va mourir brutalement. Je vous spoil, mais c'est une histoire qui a plusieurs milliers d'années avant. Voilà. Et voilà. Et La Route, c'était un peu cet effet-là aussi, parce que quasiment dès le début, c'est évident qu'ils vont mourir. C'est évident qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a nulle part où aller. Il n'y a rien. Il y a pas... C'est pas comme s'ils se disaient on va vers une espèce d'arche qui mène dans l'espace, ou on va vers une enclave où on sait que là-bas on pourra survivre à long terme. C'est vraiment quelque chose de désespéré. Il marche. Et le père, le gamin croit peut-être dans une certaine mesure ce que lui dit son père, comme quoi ils vont quelque part où la vie sera meilleure. Mais le père, il sait que c'est faux. Et nous, le lecteur, on le sait aussi. Donc c'est pas... on va d'un point A à un point B pour une raison spécifique, si on va d'un point A à un point B parce que la seule autre option c'est s'asseoir par terre et attendre la mort. Oui, c'est ça. Donc, donc je sais pas si ça rentre dans ce que Camille appelle la transhumance, même si je suis absolument d'accord avec le fait que c'est un trope récurrent du post-apo. Je vais chercher un autre exemple. Après, l'autre structure qu'on a vue, c'est typiquement Mad Max 2 et Mad Max 3, c'est un peu des références. Donc, c'est le récit de la communauté. Alors toi, tu parlais de familles qui se réunissaient. Moi, j'emploie plutôt le terme de communauté, des gens qui se réunissent pour tenter de survivre. Donc typiquement, dans Mad Max 2, on va dire, c'est la communauté qui s'est créée autour de la raffinerie.
Alors Et moi j'ai vu que 2 Mad Max, j'ai vu celui d'origine et j'ai vu Fury Road. J'ai vu rien d'autre, donc voilà, je te préviens juste. Ok, bah alors, bah, il n'y a pas de souci. Mais tu Fury peux Road m'en est... parler quand même, c'est juste il faut que tu me donnes un Oui, peu de contexte par contre. d'accord. Donc Mad Max 2, à l'origine, donc il y a une communauté qui s'est... donc la base de l'apocalypse dans Mad Max 2, c'est qu'il n'y a plus de pétrole, Ouais. effondrement de civilisation suite à plus de pétrole, et le pétrole est devenu la denrée, ils appellent ça le jus, qui est la plus recherchée. Les gens se Oui, battent. ça je le Voilà. sais, c'était dans le 1, donc pas de Voilà. souci. Ouais, vaste débat. On en reparlera du 1 tout à l'heure. Ok. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà. Et donc, il y a une communauté dans le désert qui s'est créée autour d'un puits de pétrole, qui a une raffinerie. Et vous avez des barbares à côté qui cherchent à attaquer cette communauté, à récupérer le pétrole. Et dedans, vous avez Mad Max, là, qui arrive, qui est un solitaire et qui va s'impliquer pour son propre intérêt dans ce conflit. Donc, typiquement, ça, c'est une structure qu'on retrouve beaucoup dans les post-apos. C'est une communauté qui a essayé de se créer, qui essaie de revivre suite à l'apocalypse mieux, enfin, de bien vivre, de recréer un semblant de civilisation, de structure, et qui est attaquée par l'extérieur. Mm. Et en général, donc attaqués par l'extérieur par des personnes qui veulent leur voler leurs biens et ce qu'ils ont réussi à créer. Et en général, vous avez un élément, un individu, généralement un solitaire, typiquement c'est Mad Max, qui intervient, qui aide l'une ou l'autre des communautés. Alors vous avez les deux sens, Mad Max 2, vous avez la communauté, c'est les bons, et ceux qui attaquent à l'extérieur, c'est les méchants. Hein, je grossis le trait. Mad Max 3, c'est Hmm. l'inverse. Mad Max 3, vous avez la communauté de Bartertown ou Trockville en VF, pardon, excusez-moi, qui est une ville qui s'est créée suite à la production de méthane par de la merde de porc et tout, et qui essaie de relancer un semblant de civilisation par le troc, mais c'est une dictature qui est dirigée par Tina Turner là, dans un rôle superbe, elle joue entité, enfin elle est géniale dedans. Et vous avez une autre communauté d'enfants qui s'est créée dans le désert qui est complètement isolée, et vous avez donc la communauté dictature qui est attaquée par l'extérieur, en l'occurrence Mad Max et les enfants. Ouais, vous avez les deux structures hein, qui arrivent. Et ça, c'est un schéma que je retrouve souvent. Vous le retrouvez dans le Camion de la Mort, là, qui est tout ce qu'on appelle les Mad Max italiens ou espagnols qui ont été faits après Mad Max, vous vous retrouvez dans le Camion de la Mort. C'est un schéma qui est assez récurrent, je trouve. Hmm. Et c'est marrant parce Après, que. Oui. Pardon Camille, tu voulais dire quelque chose? vas-y. Non, vas-y. Je trouvais ça marrant parce que je t'écoute parler de la structure du truc et tout, et on dirait vraiment que tu décris un western en fait. Ah, mais c'est tout à fait ça. Et moi, ce que je trouve sympa avec les Mad Max en particulier, c'est que les Mad Max m'ont vraiment donné l'impression d'être comment dire, attends. J'ai perdu ce que je voulais dire. C'est du western moderne. D'être en fait un prétexte En fait, j'avais l'impression que les créateurs du concept avaient juste envie de faire un western, mais un western avec plus de technologie que dans les westerns de base, et peut-être un peu plus de violence, ça se discute. Et que du coup, c'était vraiment plus du western technopunk ou un truc comme ça, un peu. Oui. Et, Alors, typiquement pour Mad Max 1, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, Mad Max 1, tu disais que c'était le pétrole déjà dans le non, je premier. disais pas que c'était le pétrole, je disais que j'avais compris que l'apocalypse Oui. était dû à un manque à une pénurie de pétrole et que c'était Oui. devenu une denrée. D'accord, j'ai mal compris, excuse-moi. Ouais. Et le premier, en fait, c'est pas vraiment un post-apo, pour moi, c'est un apo. Vous voyez, la différence, elle est subtile. C'est que ça raconte l'effondrement. En fait, on est vraiment, c'est un film qui était très précurseur, c'est que c'était un film sur l'effondrement avant qu'on parle Alors, de cette... je l'ai vu il y a grave longtemps, mais dans mon Ouais. souvenir, c'était vraiment l'effondrement avait déjà eu lieu. Donc, Alors, alors, dans Mad Max, le premier, on a toujours un gouvernement. Max Rokatansky, là, et parce qu'il n'est pas encore devenu Mad Max, enfin bref, on va pas philosopher là-dessus, et les policiers. Et il est payé par le gouvernement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le gouvernement, donc ça se passe en Australie, est en train de s'effondrer, et vous avez des hordes de barbares de la route qui commencent à prendre le contrôle des routes. Mais à côté, vous avez toujours une structure. Hein. Il vit dans une ville, donc c'est vraiment là ta oui, comparaison avec je le m'en voilà, souvenais pas. ta comparaison. Peut-être que j'ai vu le 2 en fait et pas le 1 parce que je m'en Voilà. souviens vraiment pas. Mais... Parce que, bon, on parlera du 2. Alors, comment dirais-je, ta comparaison avec le western est excellente. C'est vraiment ça. Et en fait, Max se fait tuer sa femme et son fils par ces hordes barbares et il va se venger. Voilà. Et là, par contre, on est vraiment dans l'effondrement. On n'est pas encore. L'apocalypse n'est. Enfin, ok, mais donc du coup, alors on peut pas dire que Mad Max 1 ça compte comme du post-apo vu que c'est non, du pour moi, c'est de la pendant peau. apo en fait. Voilà, Ok, c'est de la peau. C'est de la peau.
Mad Max 2 et du post-apo. On retrouve Mad Max, c'est le même personnage. Là, tout s'est effondré, il n'y a plus du tout de gouvernement. Et les gens se battent pour le pétrole. Et Mad Max 2 se rapproche de Mad Max Fury Road. Hein, c'est la même chose. Christophe, t'aimes beaucoup parler de Mad Max. Oui, je vais arrêter. Bon, pourquoi j'en parle, c'est parce que quand on parle du post-apo, pour moi, Mad Max, c'est quand même un peu le maître étalon du post-apo. Si c'est mon opinion. Wow, je sais pas si j'irai jusque-là quand même. Hein. Ah, c'est quoi pour toi le maître étalon si on a... Je prétendrais pas savoir c'est quoi le post-étalon, oui. t'as dit, ou un truc comme ça, mais c'est juste que Mad Max, c'est bon, c'est bien. Fury Road m'a vraiment emballé. Les Mad Max d'origine, beaucoup moins. La preuve, c'est que je me souviens même plus lequel j'ai vu. Et franchement, pour moi, ça se rapproche tellement du western que ça m'a vraiment pas donné l'impression d'innover, en fait. Le Mad Max que j'ai vu, je sais plus du coup si c'était le 1, le 2 ou le 3, il m'a vraiment, la preuve qu'il m'a pas marqué. Waterworld m'a plus marqué, et pourtant, je sais que Waterworld, ça casse pas trop pattes à un canard non plus. Mais Waterworld, c'est Mad Max sur l'eau. Hein. Oui, je sais bien. Merci, je suis au courant. Mais, je veux dire, Waterworld a quand même réussi à me marquer davantage au niveau de certains éléments d'univers. Bon, bien sûr, ça se passe sur l'eau, alors ça sort tout de suite un peu plus de l'habitude de voir des déserts. Si tu veux, moi j'ai un père qui est très fan de western, j'ai vu beaucoup de western pendant toute mon enfance et mon adolescence, maintenant beaucoup moins parce que du coup j'en ai un peu ras-le-bol et j'arrête un peu, mais le problème c'est que Mad Max, ça m'a vraiment pas donné l'impression d'innover. Genre je te dis, c'est du post-apo, mais à peine, je sais pas si c'est pas du western avant d'être du post-apo, tu vois. Donc pour moi, la question se pose vraiment. Après, moi, je prétendrai jamais savoir qu'est-ce que c'est le summum du post-apo. Mais dire que c'est Mad Max. Je prétends pas non plus, hein, c'est que mon opinion. Hein. Je dis pas que c'est le maître étalon. Pour moi, je trouve, c'est mon opinion, que c'est le maître étalon. Mais je l'affirme pas. Hein. C'est juste mon opinion. Voilà. Après, je pense aussi que c'est une question peut-être de génération et que sans doute qu'avec Jo, on n'a pas les mêmes références que toi, Christophe. C'est vrai que le post-apo, ça a vachement explosé au niveau popularité, pas forcément dernièrement, si dernièrement, et du coup, il y a eu de plus en plus de films, de séries et même de livres de post-apo, et je pense qu'il n'y en avait pas forcément autant avant, et du coup, c'est possible que Mad Max se soit un peu perdu dans la masse avec nous. C'est ça. Je pense que quand Mad Max est sorti, c'était un des premiers films de post-apo, tout ça. Et ça a dû beaucoup marquer au moment où il est sorti. Voilà. Ouais. Après, on va pas parler que de Mad Max, mais en gros, c'est ça. C'est que Mad Max 1 et surtout le 2. Le 2 est sorti en 83, si je me trompe pas. C'est lui qui a... pour ce que je sais, mis en place le visuel des post-apo qu'il y a eu après, qu'on appelait le diesel punk à l'époque. Donc ces histoires de... en effet, c'est du western mécanique. Joe, voilà. Là-dessus, ta comparaison est excellente. C'est tout à fait ça, c'est du western mécanique. Voilà. Mais du coup, je pense que c'est pour ça... Perso, en 83, j'étais pas née. Je suis née 10 ans plus tard. Moi, je l'ai vu au cinéma, Max 2. Je pense que ce que moi je connais, et sans doute Joe aussi connaît du post-apo, a été influencé et modifié et tout ça par rapport à une base qui devait être Mad Max parce que c'était un des premiers. Mais après, voilà. Après, moi, pour revenir sur les schémas du post-apo, je pense qu'il y a un schéma qui, et si je me trompe pas, c'est aussi un schéma assez récurrent dans Walking Dead, qui va mélanger le côté transhumance et le côté communauté. Moi, un roman que j'ai lu quand j'étais ado, c'était la survivante de Gilles Fontaine, si je ne me trompe pas. Où en fait, c'est une ado qui se réveille un matin et tout le monde a disparu autour d'elle. C'est un peu comme dans Seul, la BD. Sachant que ça part pas sur le délire méta après. Mais vraiment, le premier tome, c'est le premier tome de Seul. Et en fait, dans le premier tome, donc elle est dans sa ville, etc. Et ensuite, elle doit quitter la ville. Elle va se retrouver dans une ferme. Après, il faut qu'elle quitte la ferme. Elle va se retrouver. Et donc, à chaque étape, il y a une communauté qui se crée et qui va grandir au fur et à mesure des rencontres et au fur et à mesure du périple. Et
mais à chaque fois, il y a un élément extérieur qui peut être soit des ennemis, soit une catastrophe. À un moment, je crois qu'il y a un Mais du coup, incendie. encore une fois, est-ce qu'on n'est pas dans du pendant apo plutôt que du post-apo si ça vient juste d'arriver en fait? Parce que pour moi, en fait, le post-apo, c'est vraiment quand les conséquences directes et immédiates de l'apocalypse ont eu lieu et du coup, le personnage est obligé de vivre dans un univers qui a été modifié et changé, mais Ouais, qui désormais est mais plus ou moins stable. là, si tu veux, c'est le cas parce que c'est juste que c'est méga brutal. Elle se réveille un matin, il n'y a plus personne. Mais du coup, l'univers a complètement changé parce que il n'y a plus d'électricité, parce que les centrales nucléaires fonctionnent plus, parce qu'il n'y a plus personne pour les faire fonctionner. Les animaux du zoo sont échappés, donc Oui, mais du coup, c'est le cas pour un peu. ça vient juste d'arriver en fait quand elle se réveille, donc c'est en cours, je veux dire, non? Bah, Les conséquences sont en cours, en tout cas, je veux dire, elle se réveille pas et ça fait genre 3 semaines que tout le monde a disparu et que du coup les centrales nucléaires marchent plus, les animaux du jour sont déjà échappés, genre, elle doit se réveiller et dans la journée, les gens se rendent compte qu'ils ont plus d'électricité, enfin, c'est ça que je veux dire, non? Je sais ouais, pas. après, elle est complètement toute seule. Donc, elle est un peu dans un... Alors, en effet, au début, quand elle se réveille, la ville a la même tête que quand elle s'est couchée. Mais pour moi, les conséquences sont déjà en place. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas eu le temps de s'effondrer. Il a juste disparu puisque les gens ont disparu. Mais tu Donc, dis qu'il y il a y des a communautés qui se créent aux différentes étapes, donc tout le monde n'a pas disparu vu qu'il y a des communautés qui se créent. Oui, non, mais ça, après, elle va le découvrir au fur et à mesure. En fait, elle se rend compte que les personnes qui ont disparu sont... Enfin, les seules personnes qui n'ont pas disparu sont les personnes de moins de 21 ans. D'accord, Mais toutes les personnes de moins de 21 ans ne sont pas restées. Il y en a quand même d'accord. une grande majorité qui a disparu. Et donc ça, elle va le découvrir justement au fur et à mesure de son histoire, quoi. Mais... D'accord, parce que tu vois, moi, au contraire, pour moi, ce qui rentre vraiment sans discussion possible dans la catégorie post-apo, parce que c'est vraiment du post, moi je pense notamment à Station Eleven d'Emily St. John Mandel, je sais pas si vous l'avez lu. Non, je connais, Non, j'ai mais j'en pas ai vu. entendu parler. Ouais. Ça se passe 20 ans après, alors il y a certains passages qui se passent pendant l'apocalypse, mais c'est juste vraiment quelques-uns par-ci par-là pour donner un peu de contexte, et qui se passent avant aussi, mais le scénario lui-même, la partie principale de l'histoire, elle se déroule 20 ans après l'apocalypse, donc du coup, les conséquences, elles sont finies, dans le sens où le monde est arrêté dans l'état où il est 20 ans après. On n'est plus dans les mois, voire la première année après l'apocalypse, où il y a encore des choses qui sont en train de changer dues à l'apocalypse. Et c'est pareil dans ma propre trilogie d'Apocalypse Blues. Pour moi, les tomes 1 et 2 d'Apocalypse Blues, c'est moins du post-apo et plus du apo. Parce que oui, les catastrophes climatiques, elles ont eu lieu, et a priori, il n'y en aura pas d'autres de cette envergure par la suite, encore que ce soit discutable. Mais le monde n'est pas encore figé, entre guillemets, dans cet état de post-apo. Il est encore en train de subir les effets et les conséquences de ces trucs climatiques. Et pour moi, le troisième tome qui se passe 2 ans et demi, 3 ans après les catastrophes au début du tome 1, ça c'est vraiment du post-apo parce qu'on est 2 ans et demi, 3 ans après. Et donc les conséquences, elles sont quasiment toutes plus ou moins arrêtées et on sait dans quel type de monde on va vivre à partir de maintenant, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et voilà. Alors que dans Seul, alors Seul, c'est pas pareil parce que c'est vraiment que les enfants qui sont encore là. Et c'est pas tout à fait du post-apo parce qu'il y a tellement d'autres trucs dans Seul, c'est presque plus du surnaturel et du. Je sais Oui, pas, ça va oui. probablement avoir un nom, mais c'est pas vraiment. Pour moi, c'est pas vraiment du post-apo parce que pour que ce soit du post-apo, il faut qu'il reste justement suffisamment de la civilisation pour qu'on se rende compte qu'on nous a enlevé autre chose. Ce serait plutôt comme dans The Leftovers. The Leftovers, D'accord. il y a 10% de la population qui a disparu, je crois, c'est ça? 2. 2%. 2, c'est ça, 2%. Il y a 2% de la population qui a disparu. Et ça, c'était vraiment une des séries post-apo les plus intéressantes que Ouais. j'ai vues de ma vie. Il faut Je suis absolument que je la entièrement regarde. d'accord avec toi. Je l'ai Entièrement pas vu. d'accord. Et ça, pour le coup, c'est pareil. Quand l'histoire elle commence, on est 3 ou 5 ans, je sais plus, après que 2% de la 3 ans. population ait disparu. 3 ans, merci Christophe. Et du coup, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu la norme, entre guillemets. On vit dans un monde où 2% de la population a disparu. Ça a eu des conséquences. Il y a des sectes qui sont apparues, il y a des gens qui ont lâché ce qu'ils faisaient, il y a des trucs qui existaient avant que ça arrive qui maintenant n'existent plus et vice-versa. Ça a brisé des familles et tout ça. Mais tout ça, ça a eu lieu. Donc maintenant, on est dans l'univers tel qu'il est, maintenant que la catastrophe et ses conséquences se sont imposées. Et donc pour moi, c'est vraiment ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est que pour toi, il faut vraiment qu'il y ait un délai
qui se soit. Mais c'est pas forcément un délai, installé. c'est pas forcément un délai, mais c'est vraiment que on soit pas pendant. Pour moi, tant qu'on est encore en train de vivre les conséquences et que les conséquences sont encore en train de modifier la réalité, on est encore dans le pendant en fait, parce que pour moi, les conséquences de la catastrophe font partie de l'apocalypse. Donc on est on est dans le post une fois que les conséquences ont eu lieu et pas juste l'apocalypse pour moi. D'accord. Ouais, j'avais pas vu The Leftover comme un post-apo, mais je trouve que c'est une très bonne idée aussi. Il y a eu un cataclysme, mais ça a changé la civilisation. Ouais, c'est techniquement, si tu peux post-apo. C'est parce que j'ai lu le bouquin très récemment et j'ai revu la saison 1, c'est pour ça que je me souviens des chiffres. Et en effet, oui, c'est du post-apo. Entièrement d'accord avec toi, j'avais pas vu comme ça. Et je serais que conseiller aux gens de regarder cette série. C'est génial, c'est une tuerie cette série. Voilà. Après, ça remonte pas le moral. Non, c'est clair. Par contre, c'est clairement pas le genre de série où tu peux laisser tourner l'épisode pendant que tu vas pisser. Genre, mettez-le en pause et soyez concentrés parce que ça va être vite compliqué. Mais elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse, elle est trop bien. Et du coup, c'est marrant parce que ce que tu décris du cheminement de l'apocalypse et de ses conséquences, ça me fait penser à une série qui est très loin d'être dans les références des meilleures séries de la Terre, mais c'est la série Zoo. Oui, mon frère aime bien, bon, je me suis arrêtée en cours de route parce que après, pour moi, ça partait vraiment trop dans du n'importe nawak. Mais pour moi, il y a vraiment, on part au début, saison 1, il y a des trucs étranges qui se passent, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et plus on avance, plus l'apocalypse va être en cours de route, les animaux deviennent complètement dingues, etc., etc. Et après, il y a un moment, il y a une saison qui se déroule, je sais plus combien de temps après la saison précédente, et où là, on est vraiment dans le visuel imaginaire post-apo, où tu as des gens qui se déplacent d'un lieu à un autre. On a érigé des grandes barricades pour se protéger d'animaux génétiquement modifiés, machin, tout ça. Et je me suis arrêtée là parce que... Là, typiquement, il y a un gouvernement qui est en place, si je me trompe pas. Oui, alors si je dis pas de bêtises, il est quand même assez fragile, le gouvernement. Oui. Et pour moi, du coup, par rapport à ce que dit Jo, ça ne tombe pas dans du post-apo parce que les conséquences sont encore en train de se mettre en place. Tout ne s'est pas totalement effondré. Il y a encore des irréductibles qui essayent de continuer à vivre. Oui. Et du coup, pour moi, ce serait un pré et pendant apo. Oui. Je pense. Ça me fait penser, Zo, à une série de BD, je crois que j'ai lu les 2 ou les 3 premiers tomes, faudrait que je me procure les autres, qui s'appelle Gung Ho. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ça me dit quelque chose. Et c'est et ça c'est pareil pour le coup, c'est du post-apo parce que on est vraiment dans la civilisation après que les catastrophes aient eu lieu et que ça ait modifié la civilisation. Et alors je me souviens plus trop des détails, je crois que ça se passe en Allemagne ou quelque chose comme ça, et parce que les auteurs sont allemands. Et il y a un truc qui s'appelle la plaie blanche qui est apparu en Sibérie et qui a petit à petit envahi toute l'Europe, qui sont en fait des espèces pareil, c'est pas vraiment des animaux, ils savent pas ce que c'est, mais c'est des animaux qu'on connaissait pas avant et qui sont vraiment très très brutaux, qui sont vraiment des monstres et des prédateurs ultimes. On peut vraiment plus aller dehors, on peut plus vivre sa vie parce que on risque de se faire bouffer à tout instant. Donc les gens vivent dans des espèces de villes retranchées et à l'extérieur ils ont des camps retranchés qui servent de base pour essayer de petit à petit récupérer du terrain sur ce qu'ils appellent la plaie blanche, du coup. Et pour le coup, ça raconte l'histoire de, je crois, 2 frères qui sont un peu des délinquants et qui se font expédier dans un avant-poste fortifié à l'extérieur des villes parce qu'on leur dit genre c'est votre dernière chance, si vous faites encore les cons, on vous fout dehors et vous vous débrouillez. Et là, pour moi, on est vraiment totalement dans le post-apo, du coup, parce qu'on est vraiment dans le... Oui, voilà, c'est ça, sur Internet, ça s'appelle Brebis Galeuse, le tome 1. D'accord. Ça s'appelle. Et ouais, c'est ça. C'est que c'est vraiment du post-apo parce que ça démontre vraiment quel qu'est devenu le monde après que l'apocalypse et ses conséquences aient eu lieu, en fait. Et je trouve ça vraiment, c'est super intéressant. C'est pareil, je crois que les 2 frères, ils sont orphelins parce qu'ils ont perdu leurs parents qui étaient
la même chose que les immigrants qu'on a maintenant qui arrivent de pays en guerre et qui essaient de passer en Europe et qui parfois meurent aux frontières ou en traversant la Méditerranée. Eux, c'est un peu pareil avec leurs parents. Ils venaient d'une zone, sans doute à la campagne, où ils se sont fait vraiment bien avoir par la plaie blanche. Et il y a eu un gros mouvement de population où subitement, il y a plein de gens dans les campagnes qui ont essayé de rallier les villes pour s'abriter de la plaie blanche. Et il y a plein de gens qui sont morts pendant ce mouvement de population parce que, bien sûr, les villes pouvaient pas, entre guillemets, accueillir toute la misère du monde. Et du coup, ils ont pas laissé rentrer tout le monde. Et il y a des gens qui sont morts. Et je sais que les deux frères, c'est ça qui s'est passé. En fait, leurs parents sont morts aux portes d'une ville ou un truc comme ça, je crois. Et D'accord. C'était super intéressant. Il faut absolument que je relise ça et que je retrouve les derniers tomes. J'avais lu les 2 premiers, je crois. Mais voilà, un autre exemple. Peut-être qu'on en a assez maintenant. Mais du coup, je vais poser une question, la question un peu facile, tout ça que j'avais déjà posé pendant le podcast sur la dystopie. Mais est-ce que aujourd'hui, on ne serait pas en train de vivre un pré-apo avec le Covid, avec la montée des eaux, avec justement des guerres qui provoquent des mouvements d'immigration? Est-ce que, je sais pas, dans 20 ans, on ne sera pas dans du post-apo? Je sais pas si c'est à moi que s'adresse la question. Je sais pas, vous deux. Okay. Vas-y, Jo. Moi, j'aurais tendance à dire que si on est dans quelque chose, on est dans du apo et pas dans du pré-apo parce qu'on est dedans à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le post-apo et l'apocalypse tel qu'elle est présentée dans les œuvres de fiction, il faut avoir conscience d'un truc, c'est que c'est jamais comme ça exactement que ça va se produire. Parce que le problème, c'est que l'apocalypse, si on la fait réaliste, ça va faire des romans fleuves assez lents. Alors, ça peut être super intéressant. Alors, je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. Et d'ailleurs, un de mes futurs projets de young adult, c'est un livre qui raconte des tranches de vie d'une bande de jeunes qui sont dans une cité, une néo-cité qui a été construite rapidement en Asie du Sud pour accueillir plein de réfugiés climatiques. Et en fait, ils sont dans une situation où ils savent que de leur vivant, la Terre va devenir inévitable. Donc, du coup, ils sont un peu en mode, faisons ce qu'on peut de notre vie maintenant parce qu'on n'aura rien d'autre, en fait. Et le truc, c'est que en pratique, l'apocalypse, c'est un truc super lent. Enfin, il y a des apocalypses locales comme des guerres. Je veux dire, je pense qu'à l'heure actuelle, les habitants de la Jordanie doivent se sentir en état d'apocalypse et c'est totalement légitime, c'est totalement vrai. Mais il n'y aura pas d'apocalypse mondial d'un coup qui va frapper tout le monde en même temps, brutalement et du jour au lendemain. Il y aura des apocalypses locales qui, du coup, auront des conséquences à cause de la mondialisation qui vont se répercuter probablement sur le monde entier. Mais en fonction de si on est plus ou moins proche de l'épicentre, les conséquences ne seront pas forcément aussi brutales pour nous que pour d'autres. Voilà. Donc, pour moi, oui, on est sans doute en état de apo, tout simplement. C'est juste que l'apocalypse, dans la réalité, c'est pas la fin du monde d'un coup brutal et pour tout le monde. C'est la fin du monde petit à petit, par étapes et par endroits, et voilà, quoi. Et quand je dis la fin du monde, je veux pas dire que le monde va être complètement détruit, qu'il y aura plus rien. C'est plus la fin du monde tel que nous le connaissons. Mais en même temps, est-ce que c'est pas tout le temps, peu importe la situation, la fin du monde tel que nous le connaissons, parce que le monde est en perpétuel changement. Donc techniquement, le monde qu'on connaît, il est toujours destiné à mourir à un moment donné de notre vivant pour laisser place à un autre. C'est juste qu'il ne meurt pas d'un coup. Il change petit à petit jusqu'à... On le voit bien, les personnes âgées, les générations avant la nôtre, ils ont souvent tendance à dire « Oh là là, c'était mieux avant ». Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent dire qu'ils ont vécu une apocalypse lente et progressive du monde qu'ils ont connu quand ils avaient notre âge au monde dans lequel ils vivent maintenant, qui ne correspond plus à ce qu'il était à leur époque. Techniquement, c'est une forme d'apocalypse. Je pense que les personnes âgées de nos jours, eux, ils ont plutôt l'impression de vivre dans de la science-fiction parce que quand ils étaient petits, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas Internet. Ouais, c'est vachement essentialisé la science-fiction de vraiment tout sur la technologie, mais... Non, je caricature par rapport à l'apocalypse. Je pense pas que ce soit une évolution apocalyptique en fait, mais quand je vois mes grands-parents quand on fait des visios avec eux, très clairement, je pense que pour eux c'est de la science-fiction. Ils sont dans un truc qu'ils ne conçoivent pas totalement en fait. Ouais. Après, je pense qu'encore une fois, ça dépend vachement du point de vue. Je pense que individuellement,
Il y en a qui doivent effectivement vivre ça un peu comme de la science-fiction, d'autres qui doivent vivre ça plus comme un effondrement, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent, il suffit de voir les... Alors je sais qu'on n'est pas sûr de qui est-ce qui les a mis, parce que c'était anonyme, mais les tribunes militaires, là, les 2 qui sont sorties dans l'heure actuelle il n'y a pas longtemps, alors je sais bien qu'on n'est pas sûr que ce soit vraiment des militaires qui les aient écrites et pas juste des gens de l'extrême droite qui veulent faire péter un câble à tout le monde, mais bon, je pense qu'il doit y avoir des gens qui sont d'accord avec ce qu'il y avait dans ces tribunes, et qui ont vraiment l'impression que va y avoir l'apocalypse. Alors, je pense qu'il y a plein de choses là-dedans. Il y a des pulsions, il y a des envies de violence de la part de ces gens qui, du coup, voient dans la réalité ce qu'ils veulent y voir. Et d'ailleurs, en début de pandémie, j'avais lu des trucs super intelligents sur Internet de gens qui disaient que s'il y avait autant de gens, notamment aux États-Unis, notamment dans les États du Sud et les États bien isolés au milieu de la campagne, de gens qui disaient que le virus n'existait pas vraiment, ou qui refusaient de mettre le masque, ou qui refusaient de se conformer aux règles sanitaires. En fait, tous ces gens, et c'était bizarre parce que c'était des gens, c'est typiquement les gens qui ont l'air de se préparer à l'apocalypse, qui ont plein d'armes chez eux, qui ont un bunker, qui font des stages de survie. Et en fait, il y avait des gens sur Internet qui avaient expliqué de manière très très fluide et beaucoup plus loquace que ce que je suis en train de faire maintenant, que en fait ce qui se passe c'est que c'est des gens qui se préparent à l'apocalypse pour vivre un fantasme de Far West et de violence sans plus aucune règle qui les empêche de tirer sur la moindre personne qui s'approche de chez eux, et quand l'apocalypse a finalement eu lieu, c'était pas une apocalypse qui demandait de la violence et des capacités de survie, c'est de l'apocalypse qui demandait de la solidarité, de la bienveillance, de la compassion pour son prochain. Et en fait ces gens-là, comment on les appelle, il y a un nom pour ça, les gens qui pensent qu'il va bientôt y avoir l'apocalypse et qui se préparent et tout. Survivalistes. Voilà, les survivalistes, ils sont vraiment dans une optique, alors je pense pas tous, il doit y en avoir quelques-uns qui ont juste envie d'aller vivre dans un trou au fond de la Sibérie, ce que je comprends parce que des fois j'ai envie aussi, mais je pense qu'il y a beaucoup de survivalistes qui sont dans une espèce de fantasme de l'apocalypse tel qu'on la voit dans Walking Dead, où subitement il n'y a plus rien qui t'interdit de barricader ta maison et de flinguer toute personne qui s'en approche, en fait, et de faire le cow-boy. Ouais. Et de flinguer qui c'est super intéressant, je pense qu'en effet, les gens n'envisagent pas assez l'apocalypse comme un truc solidaire et, comme tu disais, de famille et de communauté. Et c'est vachement chelou parce qu'en plus, quand on a des exemples dans la réalité, notamment de catastrophes climatiques, si tu prends le temps de regarder vraiment des anecdotes, des témoignages de gens qui étaient sur place, et pas juste des touristes, des gens qui habitaient sur place à la base, et pour qui l'apocalypse, eux pour le coup, ils vont vivre en post-apo pour le restant de leur jour parce qu'on ne reconstruira pas tout à l'état de leur vivant. Donc eux, pour le coup, ils sont vraiment en mode on va vivre en post-apo jusqu'à la fin de nos vies. Et en fait, si tu regardes certains petits détails là-dessus, tu te rends compte que ce qui prévaut dans ce type de situation, c'est vraiment pas la violence, c'est la pulsion d'aller à l'aide du voisin. Même des gens qui sont pas forcément sympathiques dans leur vie de tous les jours, qui ont tendance à être un peu des connards, entre guillemets, passez-moi l'expression, dans une situation de crise, au final, il y a très peu d'humains qui laisseraient quelqu'un se noyer ou sous des décombres sans essayer de l'aider, en fait. Au final. Il y a des gens qui en profiteraient, mais ils sont minoritaires. Et du coup, c'est bizarre que quand on pense à l'apocalypse, on pense à quelque chose une sorte d'explosion de violence où on va tous devenir des loups les uns pour les autres et s'entretuer, alors qu'en pratique, quand il y a des catastrophes, c'est vrai que individuellement, pas au niveau des gouvernements qui ferment les frontières aux réfugiés, ça pour le coup, j'ai plein de choses à dire là-dessus, mais c'est pas les lieux, mais au niveau individuel, la majorité des gens s'entraident. Il y a toujours des profiteurs, mais la majorité des gens s'entraident. Donc, non, mais je suis complètement d'accord avec toi, et ça amène à ma prochaine question, qui est le post-apo est-il toujours négatif? Est-ce qu'on peut considérer par exemple le solarpunk comme une sous-catégorie du post-apo? Encore une fois, ça dépend à quel point l'apocalypse qui a eu lieu dans ton récit a encore un impact sur la vie de tes personnages. Moi, c'est pareil, je parlais de mon récit de science-fiction en cours à l'heure actuelle, la Dialogue. Dans Dialogue, techniquement, il y a beaucoup de solarpunk parce que ça se passe dans une ville au milieu du désert, une cité oasis où ils sont obligés d'utiliser beaucoup de choses qui, moi, me sont inspirées par ce que je sais de la culture du solarpunk et des mouvements solarpunk que je suis sur Internet. Mais ça se passe 2000 ou 3000 ans après l'apocalypse, donc ça, techniquement, c'est plus du post-apo, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que ça dépend vraiment de ça, mais oui, ça peut. Tu peux totalement écrire du post-apo solarpunk, je pense que c'est totalement possible. Et après, est-ce que c'est toujours négatif? Du coup, bien sûr, moi, ma réponse, elle est non. Et je pense que c'est tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Au niveau individuel, je l'ai montré dans Apocalypse Blues, mes personnages, je crois même que je leur ai fait dire à un moment donné, genre il s'est passé plein de trucs horribles, mais si ça n'avait pas élu, on ne se serait pas connus. Je pense notamment à Charlie et à Kiran.
Parce que bon, c'est vrai que Mathieu et Tobias, ils ont un peu beaucoup chié quand même. Bon, voilà. Mais, sans spoiler. Mais il y a certains des personnages pour qui ça... Alors ça n'a pas forcément été positif, parce que c'est vrai qu'à choisir, je pense pas qu'ils choisiraient de sacrifier tout leur univers et leurs proches en échange de s'être connus. Mais ils ont quand même tiré quelque chose de positif de ça, dans le sens où ils se sont connus. Et c'est pareil dans Station Eleven que je citais tout à l'heure. Je veux dire, il y a des personnages dedans dont la vie est meilleure 20 ans après l'apocalypse qu'elle ne l'était avant le début de l'apocalypse, en fait, au final. Et au niveau collectif, ben, c'est pareil. Si on dit que l'apocalypse, c'est l'effondrement de la civilisation, si ta civilisation, elle est pourrie et que derrière, t'en construis une meilleure, ben, du coup, tant mieux, j'ai envie de te dire, tu vois. Après, est-ce que ça valait la peine que plein de gens meurent? Peut-être pas, c'est plus discutable. Et typiquement, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les post-apos. C'est. Alors, désolé, je vais encore parler Mad Max. Oh là là. Désolé. Mais dans Mad Max 3, non, mais vous avez une scène qui résume ça. Dans Mad Max 3, quand Mad Max rencontre Entité la première fois, elle lui demande ce qu'il était avant. Il dit j'étais flic. Et elle, donc maintenant, qui dirige un empire et une ville, elle dit ben moi, tu vois, avant je n'étais rien, et maintenant je dirige la ville. Donc même au niveau personnel, tu as cette notion-là de... Je pense que ça, c'est un gros délire de survivaliste aussi. C'est des gens qui sont assez dominés, assez écrasés par le système et qui veulent que le système s'effondre pour devenir quelqu'un. Donc devenir des leaders ou des choses comme ça. Et donc voilà, bon, désolé, j'ai reparlé de Mad Max parce que c'est... Non, il n'y a pas de souci, c'était pertinent. Voilà. Je taquine, Christophe. Et en fait, vous avez cette notion-là qui revient souvent des gens qui deviennent leaders suite à l'apocalypse et qui gèrent des communautés, donc vous avez ça en positif, qui gèrent des communautés de solidarité. Ça, c'est un schéma qu'on voit de plus en plus parce qu'on en parle de plus en plus avec la collapsologie. Typiquement, c'est le credo de Pablo Servigne. C'est pour un autre futur, ou je sais plus son deuxième bouquin, bref, où il parle de cette solidarité. Il parle exactement de ce que tu disais, Joe, que dans les cas de catastrophe, en fait, c'est la solidarité qui prime. Et il raconte notamment des exemples de catastrophes aériennes où il dit que plus on s'approche de l'épicentre donc de là où l'avion s'est écrasé, moins il y a de bruit, moins il y a de cohue, moins il y a de problèmes. Voilà. Après, bon, moi j'ai des contre-exemples. Mais il y a toujours des contre-exemples. Il y a toujours des contre-exemples. Les deux vont coexister. Et les deux vont s'affronter. C'est pour ça que Oui, vas-y, je t'écoute. C'est pour ça que je pense qu'en cas d'apocalypse, on va pas forcément sombrer dans un état de violence totale. Je pense que il y en aura, mais je pense qu'il y en aura clairement pas autant que ce qu'on imagine dans... Alors, Walking Dead, c'est très particulier parce qu'ils ont un truc vraiment, une mise sous tension. Non, puis c'est pas seulement que c'est subi, c'est aussi que c'est constant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où la catastrophe est finie et maintenant il faut qu'on répare. Ils sont constamment en situation de on va se faire buter de manière imminente. Donc je pense que Walking Dead c'est à part, et je pense que si les zombies existaient, qu'on était vraiment envahis par les zombies, c'est possible qu'il y aurait une subite recrudescence de la violence qui serait moins due au fait qu'on a envie de s'entretuer qu'au fait qu'on a constamment peur de toute forme humanoïde qui s'approche de nous, en fait. Donc dans Walking Dead, je peux trouver ça cohérent. Il y avait plein d'autres trucs qui m'ont insupporté dans Walking Dead qu'on fait que j'ai arrêté de regarder au bout de la saison 1. Mais pour le coup, le niveau de violence n'était pas forcément si improbable que ça. Par contre, c'est vrai que quasiment toutes les autres œuvres de post-apo que j'ai vues ou lues, où il y avait vraiment un espèce de déchaînement de violence totale, moi je suis toujours un peu sceptique vis-à-vis de ça, parce que je me dis que même s'il y en aura, je pense qu'il y aura suffisamment de volonté de rester solidaires et de rester proches les uns des autres et de rester une communauté pour, pas forcément la tuer dans l'œuf, mais rester majoritaire vis-à-vis de ça, en fait. Je pense pas qu'on va redevenir le Far West. D'accord. Oui, clairement. Moi je pense que ce récit-là, ces récits post-apo ultra-violents sont clairement des récits fantasmés. La plupart des post-apo anciens, donc de ma génération, on va dire des années 80, voilà, ok, on ne rigole pas, on ne se moque pas. On va pas se gêner, ouais. On ne se moque pas. Voilà. Sont des œuvres clairement fantasmées quand vous regardez le monde que ça décrit, il n'y a que de la violence, que de la brutalité, que des grands méchants. Oui, et souvent d'ailleurs c'est écrit par des hommes, d'ailleurs. Entièrement d'accord avec toi, oui. Bon, surtout à l'époque. C'était clairement écrit par des hommes. Oui, et puis c'est aussi beaucoup américain et donc très manichéen. Il y a les méchants et nous, les bons Américains, sauveurs de l'humanité et du monde. Et il y a le fait que les Américains s'arment très facilement. Donc ils ont une... je pense qu'on aurait... En France, on a un mouvement le mouvement survivaliste existe, mais il est assez limité. Par contre, on a un mouvement communautaire
de solidarité qui est en train de se mettre en place petit à petit. Vraiment. Mais si on avait un droit aux armes comme aux États-Unis, on aurait un mouvement survivaliste beaucoup plus développé. C'est sûr. Non, mais aux États-Unis, ils sont beaucoup plus à risque de tous se mettre à se tirer dessus en cas d'apocalypse, dans la mesure où ils ont tous des armes. Ils ont tous des armes. C'est ça. Ouais. Mais après, en France, vous avez un phénomène où vous avez beaucoup de gens qui passent le permis de chasse pour pouvoir avoir une arme chez eux. Et il y a de plus en plus de gens qui s'arment aussi. Le mouvement survivaliste existe aussi. Parce que moi, je pense, je te rejoins, Jo, ça sera progressif. Ça sera pas subi, sauf vraiment si on a une catastrophe. On peut avoir une guerre nucléaire. Hein. On peut avoir. Avec l'Iran qui va s'armer, là, ça sera... Oui, mais je pense pas que l'Iran, je pense qu'ils s'arment, ils vont tirer sur les États-Unis, ils vont pas tirer sur l'Europe, à mon avis. Oui, mais si on tire sur les États-Unis, tout le monde tire sur tout le monde. Oui, c'est clair, mais bon, voilà. je pense encore une fois que nous, s'il y avait, alors je pense vraiment pas que ça arrivera, mais s'il y avait une guerre nucléaire entre l'Iran et les États-Unis, nous, on subirait les conséquences. On les subirait assez fortement parce qu'on serait quand même relativement proche d'un point de vue géopolitique de l'épicentre dans la mesure où on est allié des États-Unis, mais on ne serait pas à l'épicentre non plus. Oui. Mais on va avoir un effondrement, bon moi j'en suis convaincu, un effondrement progressif. Et on va avoir ces deux choses-là. On va avoir typiquement le récit qu'on trouve dans les post-apo, on va le vivre. C'est-à-dire des gens qui vont se mettre en communauté et qui vont être attaqués par l'extérieur et qui vont devoir se défendre. Malheureusement. Là, je peux pas te suivre là-dessus. Hein, ah ouais? Mais tu crois que les communautés qui vont s'organiser, il n'y a pas des gens qui vont essayer d'en profiter parce non, mais déjà, je pense pas qu'il va y avoir un effondrement même progressif. Par contre, je pense que le monde va changer radicalement. Oui. Mais c'est ce qu'il a toujours fait. Je pense pas que ce soit nouveau. Je pense qu'il non, c'est pas nouveau du tout. Hein, il faut pas être eurocentré non plus. Je veux dire, si tu regardes les peuples d'origine d'Amérique du Sud et du Nord, il y a eu une véritable apocalypse qui, pour le coup, a été vraiment brutale parce que ça a rasé des civilisations et des cultures entières. Et ça, pour le coup, c'est une vraie apocalypse où il n'y a plus rien à la fin, tu vois. Juste quelques survivants qui peuvent même pas essayer de garder en vie leur culture parce que les colons les en empêchent, tu vois. Donc, je pense qu'il faut relativiser un peu les choses. Je pense qu'effectivement, le monde tel qu'on le connaît, il est voué à changer, mais ça, de toute façon, je suis pas en train de réinventer la roue, il l'a toujours fait, il le fera toujours. Voilà. Après, est-ce qu'il va subir des changements plus dramatiques que ce qu'on a connu au cours du dernier siècle, nonobstant la Seconde Guerre mondiale, parce que si tu vas par là, la Seconde Guerre mondiale n'était-ce pas un effondrement de la civilisation en Europe? Clairement, on peut en parler. Voilà, je pense qu'en Europe, on n'aura pas de nouveau une guerre telle que la Première Guerre mondiale. Je pense que ça arrivera pas. S'il y a une guerre mondiale, ce sera l'Iran, les États-Unis, et effectivement, on va se prendre les conséquences de la figure, mais franchement, j'en doute. Après, oui, il y a beaucoup de choses qui vont changer. S'il devait y avoir un gros changement brutal, je pense que c'est possible qu'il y ait une nouvelle révolution et que la Ve République s'effondre. Oui. Pour moi, c'est possible. Mais ça ne voudra pas dire qu'on aura subitement plus de gouvernement. On aura juste aboli la Ve République et on va en faire une 6e. On ne va pas se retrouver à vivre comme au Far West. On va juste... peut-être que comme la Belgique, on aura pendant quelques mois / quelques années pas de gouvernement fixe parce qu'on n'arrivera pas à le fixer. Mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter de livrer les supermarchés, qu'on va arrêter de cultiver les champs, qu'on va arrêter de distribuer l'électricité. Voilà. Oui, on peut clairement, je suis d'accord avec toi, on peut clairement avoir un changement de civilisation sans effondrement. Et on a déjà eu plein dans l'histoire. Oui, ou un effondrement léger. On aura peut-être effectivement, peut-être qu'à un moment donné, on n'aura plus de gouvernement. Je ne pense pas que ne plus avoir de gouvernement nous condamne à sombrer dans le chaos le plus total. Non, je pense que même sans gouvernement, je ne pense pas que EDF va arrêter de distribuer l'électricité s'il n'y a plus de gouvernement. Je ne pense pas, parce qu'ils ont besoin du fric. Donc, bon, les garçons, je vous propose qu'on se retrouve dans 20 ans pour voir si vos pronostics sont bons ou pas. Ah, mais moi, vu mon âge, dans 20 ans, tu vois, c'est... Non, c'est pas exagéré non plus. La médecine. Le dramatisme. Tu verras quand tu auras mon âge. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce podcast. C'était vraiment super intéressant. J'espère que ça a plu aux auditeurs autant que ça m'a plu de le faire. Et je vous conseille vivement d'aller lire les livres de Jo. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain podcast et j'espère aussi bientôt pour le prochain salon de l'Imagina Livre. On croise les doigts. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Beaucoup.